tac. Je suis en train de revoir le plan. En tout cas, merci pour cette intro. Je pense que si vous avez des questions, après, Yes. bon, il y en a d'autres, hein, pourquoi pas, mais je pense qu'on pourrait passer directement, du coup, maintenant au sujet qui nous intéresse le plus, à savoir, c'est quoi les différentes market structures. Tu peux nous le rappeler rapidement, l'order book, la différence entre order book et les exchange, enfin les AMM, peut-être. Yes. Oui, et en fait, je pense que c'est un point hyper important parce que Rev Finance est une plateforme d'échange qui en fait utilise une technologie qui est très différente de ce que peut-être tes auditeurs ont l'habitude de connaître. Bah oui, Et, bien sûr. et en fait, il y a trois grands types de structures de marché. Et en tout cas connues. La première, c'est ce qu'on appelle le club, qui est donc qui veut dire Central Limit C'est Order ça. Book, et qui est finalement, alors si je peux partager mon écran, comme ça Ouais, un, bien sûr, je vais passer sur on peut ton écran. montrer, Alors, si tu me partages on ton peut écran, montrer un exemple. hop, tac, Yes. tac, tac. Voilà, on est bon. Ok. Et du coup, un Central Limit Order Book, bah, c'est ce que probablement vous connaissez tous quand vous allez sur Binance, Bitstamp, Coinbase. Vous voyez, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Normalement, Ouais, tout va bien. vous voyez donc ce qu'on appelle un order book. Et donc cet order book, c'est très simple, il y a des bids et il y a des asks. Et les bids, c'est grosso modo combien je suis prêt à acheter, et les asks, combien je suis prêt à vendre. Et sur ce marché-là, en fait, il y a deux types d'acteurs. Il y a les acteurs qui euh, disent par exemple, bah, l'offre que je vois ici, elle me plaît, et donc bah, je vais acheter à ce prix-là. Et donc, on appelle ça a même un jargon, on appelle je vais lift the offer. Et donc, ça veut dire qu'on va prendre la liquidité. Et, et ça s'appelle bah, un taker, tout simplement. Et il y a le second type de participant, c'est ce qu'on appelle un maker. Et le maker, lui, il va dire, bah, moi, en fait, je veux acheter à tel prix. Et ce prix, si il ne correspond pas au meilleur prix que vous voyez à la vente, et ben ce prix, on appelle ça un maker. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne en question, ou l'entité derrière, crée de la liquidité sur l'order book. Et c'est pour ça que souvent, vous voyez des différences entre les fees sur les plateformes, entre taker et maker fees. Parce que les takers prennent la liquidité et les makers créent la liquidité. Ouais, c'est un peu souvent Et je te coupe rapidement là, oui, pour faire l'analogie. C'est vous êtes dans une étage, dans un magasin, vous avez une étagère, il y en a qui posent des produits et il y en a qui les prennent. Ceux qui posent les produits, ce sont ceux qui font mettre des ordres limites et ordres stop limit. Donc ils apportent la liquidité. Alors que ceux qui prennent exactement. les produits directement sur l'étagère, c'est quand vous achetez au marché, bah vous faites des ordres maker, il me semble, non, taker. Alors je me mélange. Mais en tous les cas, vous faites Taker. des ordres au marché. Ouais, Oui, taker. C'est ça. Donc, c'est ça. par contre, Et- ceux qui mettent les éléments sur l'étagère peuvent être rémunérés pour le faire. On est d'accord, c'est ce que tu m'as dit Exactement. hier. Donc, il y a certaines plateformes qui ont des programmes ils appellent ça des fee rebates, mais qui rémunèrent les personnes qui apportent de la liquidité. Parce que une plateforme d'échange, en fait, peu importe la technologie qui soit derrière, on s'en fout. Le principal, c'est d'avoir le meilleur prix. Et ce meilleur prix, il est souvent grâce à la liquidité. Et une plateforme liquide, c'est euh, quelle est la capacité à passer un ordre sans bouger le prix, sans faire trop bouger le prix. Et le plus il y a de liquidité, donc le plus il y a d'ordre dans l'order book, euh, le plus la plateforme est compétitive. Et donc c'est le nerf de la guerre de chaque plateforme. Et c'est pour cette raison, en fait, les personnes qui souvent placent des ordres ont des fees qui sont plus attractifs que ceux qui prennent la liquidité, qui sont takers. Et alors, vous allez voir pourquoi en fait on fait cette différence. Parce que l'automated market maker, dans son nom, il y a déjà un élément de réponse en fait, d'une certaine manière. Mais avant de parler de l'automated market maker, donc là vous voyez l'order book, à gauche les ordres qui sont exécutés. Il y a aussi un autre type, j'arrête de partager mon écran, qui Ouais. s'appelle un autre type d'échange qui s'appelle RFQ, qui lui signifie Request for Quotation. Et en fait, RFQ, c'est tout simplement j'arrive, je suis en face d'une personne et je dis je veux acheter 10 bitcoins, quel est ton prix? Et la personne va me dire bah, mon meilleur prix c'est celui-là. Et là je vais dire
bah, je suis d'accord, exécute mon ordre à ce prix-là. Mais on ne sait pas ce que la personne a derrière. Ça peut être, la personne, elle va peut-être utiliser 5 plateformes d'échange pour passer mon ordre. C'est le spirit. Mais ça, voilà, c'est ce qu'on appelle souvent les entités qui organisent, enfin qui utilisent cette technologie, entre guillemets, sont souvent ce qu'on appelle des OTC, donc enfin over the counter. Donc on est vraiment, voilà, on est sur un bureau et on demande à la personne quel est ton meilleur prix pour telle chose, et on a un prix, et du coup on décide ou pas d'être exécuté. Tu m'avais dit, c'est plutôt des gens qui font ça par téléphone à l'ancienne un peu. Exactement. C'est bien ça. C'est-à-dire que là, on parle d'énormes montants, on ne parle pas du petit particulier. Voilà, il faut le dire. Exactement. Là, on parle des montants qui sont très importants, ce qui est généralement fait en banque d'affaires. Et aujourd'hui aussi, ça se fait dans la crypto-monnaie. Il y a des acteurs qui le font. Et vous demandez sur un chat Telegram quel est ton meilleur prix pour acheter 50 000 bitcoins, et la personne va nous donner un prix. Et si ça vous va, vous pouvez être exécuté à ce prix-là. Et donc, en fait, ça a 2 intérêts, souvent. Le premier, c'est que pour des ordres qui sont très importants, le desk arrive à diluer, c'est pas le bon terme, à découper l'ordre en différents ordres pour justement sourcer un bon prix. Donc souvent, ces acteurs-là sont connus pour être très bons pour avoir des bons prix sur des gros montants, des gros volumes. Et la seconde valeur qu'apportent ces acteurs-là, c'est ce qu'on appelle le post-settlement. Donc là, j'arrive au bureau, je dis quel est ton meilleur prix? Ok, donne. En fait, l'ordre est exécuté, mais moi, j'ai peut-être pas payé. Si je lui ai dit j'ai besoin d'acheter 10 bitcoins, j'ai besoin de sortir derrière 600 000 $ aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore payé. Et donc, en fait, il y a aussi cet intérêt de ne pas avoir les fonds directement sur la plateforme et d'avoir en fait du financement à court terme. Et ça, c'est le deuxième intérêt. Ok. Et ensuite, il y avait le dernier point, c'est ça? Enfin, à moins que et ensuite, c'est ça. Ensuite, il y a l'Automated Market Maker, qui est donc une solution assez innovante et dont vous avez probablement entendu parler d'Uniswap, qui est probablement l'exemple le plus représentatif de cette technologie-là. Et en fait, cette technologie, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet à n'importe qui, comme vous et moi, en fait, d'apporter de la liquidité sur une paire qu'on va appeler... En fait, je dis une paire, mais je vais repartager... je peux repartager mon écran. Oui. Mais en fait, donc là, sur Bitstamp, on est bien sur une paire BTC... Ah, pardon. Ça va venir... Je réessaye. Vas-y. Marche toujours pas, je crois. Hein. Là, on a un écran vert. Okay. Pourtant, je partage. Attends, je clique ici peut-être. C'est bon. On est bon. On voit ton écran. Ok, cool. Et du coup, là, on a une paire sur Bitstamp BTC USD. Et donc, cet Automated Market Maker, en fait, on va appeler ça, c'est une paire aussi, mais on va appeler ça une pool, qui va correspondre à BTC USD. Et en fait, si on va sur Uniswap tout de suite, clac. En fait, on va choisir une paire aussi. Donc, ça va être par exemple Ethereum AV. Et en fait, on va avoir ce qu'on appelle une pool de liquidité. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Automated Market Makers, ce métier de placer des ordres, donc de créer le marché, d'être maker, en fait, c'est un métier qui est difficile parce qu'il faut placer des ordres, il faut les replacer constamment, c'est un vrai métier. Et du coup, pourquoi on appelle ça automated dans ce format-là? C'est qu'en fait, ici, l'automated market maker, il a juste besoin d'apporter les 2 assets pour fournir de la liquidité. Et en fait, il y a 2 acteurs. De la même façon, il y a 2 acteurs sur Uniswap. Il y a ceux qui swap. En fait, swapper, c'est trader. En fait, il y a ceux qui swap un token pour un autre et vice-versa, c'est ça. Et il y a ceux qui fournissent de la liquidité. Et ceux qui fournissent de la liquidité, si vous allez dans Pool, on peut apporter de la liquidité ici, par exemple. Mais le plus simple, c'est de le montrer sur peut-être Refinance. Ouais. Mais si on va sur Refinance... va sur ta plateforme, hein. C'est celle que tu maîtrises le mieux. Donc si je fais View Pool...
Donc là, on va voir les différentes pools. Par exemple, celle-là. Donc là, je peux ajouter de la liquidité. Et en fait, si je veux ajouter 100 ref, je vais aussi devoir ajouter 58 NIR. Ouais. Et, voilà. Et en faisant ça, donc je suis obligé d'ajouter les deux assets. Mais en faisant ça, j'apporte de la liquidité. Et dès que quelqu'un échange soit du ref pour du NIR, soit du NIR pour du ref, je suis rémunéré. Je suis rémunéré grâce à ce fee qui est donc le fee d'échange, le swap fee. Ouais. Donc dès qu'une personne... Oui, en fait, si on devait résumer pour que les gens nous comprennent, sur le carnet d'ordre, quand il y a plein d'ordres limites, les gens mettent des ordres en attente. Et voilà, en fait, ce boulot-là de mettre des ordres en limite est un vrai métier et ces gens-là sont rémunérés pour le faire. Et d'ailleurs, vous le voyez au niveau des frais, il y a même des frais parfois sur des plateformes qui sont négatifs. Sur Bybit, ça va être moins 0,075 par exemple. Donc c'est-à-dire qu'ils vont gagner de l'argent quand ils vont créer des ordres, qui gagnent ou qui perdent d'ailleurs, ils vont gagner en frais. Voilà. Donc là, c'est une autre méthode. Quand vous allez sur un pool de liquidité, vous faites ce boulot-là en fait, de mettre la liquidité pour les gens. Vous allez sur une paire, vous mettez un peu de ref, un peu de NIR, et en fait, vous faites ce boulot de... comment t'appelles ça ? Un boulot de market maker. De market maker, d'animateur de marché. C'est-à-dire que vous mettez de la liquidité, et ça va servir à quoi cette liquidité ? Quand les gens vont vouloir acheter ou vendre des crypto-monnaies, eh ben, ils vont puiser dans votre réserve. Ils vont puiser dans la banque. En fait, vous avez mis de l'argent dans la pool, des cryptos dans la pool, et ils vont venir puiser dans cette pool, dans cette réserve, et quand ils vont en prendre, vous allez toucher des fees. En fait, les fees qui vont payer pour faire la transaction, vous allez toucher 0,4% selon le montant total de la pool, en pourcentage en fonction de ce que vous avez mis, bien sûr. C'est ça, exact. Voilà, j'espère que c'est clair. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que tout le monde suit là ? Comme KuCoin, je sais pas. Tu joues le rôle du banquier, c'est ça, ouais, Mani, t'as capté ? C'est ça, exactement. Ah, ok. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à cette technologie ? On est bon par rapport... risques... Ah ouais, les risques peut-être. Ouais, je regarde un peu de flash loan. Ouais, alors ça c'est un autre sujet, mais on pourra en parler aussi. Si tout le monde retire sa pool, ça se casse la gueule. Bah, si tout le monde retire la liquidité, la pool n'aura plus aucun intérêt pour quelqu'un, parce que quelqu'un qui va vouloir échanger, il peut tester le prix tout de suite. Donc il peut dire, pour 1 ETH, j'ai combien de AV ? Et est-ce que le prix est bon ou pas ? Si tout le monde retire sa liquidité, le prix va être dégueulasse en fait, donc personne va échanger. Donc le plus il y a de liquidité, le meilleur le prix sera. Le meilleur prix, ouais. C'est ça. Ouais. Une permanent loss, oui. Ouais, alors ça c'est... Vas-y, excuse-moi. Non, mais je voulais vite fait montrer en fait le lien entre les deux sur Refinance. C'est-à-dire que là, vous déposez. Donc déjà, les dépôts se font en NIR. En NIR ou en n'importe quel crypto ? N'importe quel crypto. Ah, ok. En fait, vous vous connectez à votre wallet NIR pour pouvoir déposer de la crypto. C'est ça, hein ? C'est ça. En gros, sur NIR, vous ne le savez peut-être pas, mais ça n'accepte pas que le NIR. Hein. Cette plateforme, moi, je ne le savais pas non plus. Mais vous pouvez très bien déposer ici des crypto-monnaies NIR, pouf, pouf. Vous voyez, vous pouvez avoir du DAI, de l'USD, etc., etc. Et donc... Ouais, là, on peut regarder sur mon écran, là, il y a un peu de tout. Ouais, il y a un peu de tout. De l'USDC, de l'USDT... ouais, vous pouvez send et envoyer plusieurs crypto-monnaies, en fait. Et ensuite, ici, vous connectez à votre wallet NIR. En fait, la wallet NIR est le point central de l'écosystème NIR. Et Refinance fait partie de NIR. Refinance est une application de NIR. Est-ce que vous me suivez ? Ça s'appelle des D-Apps. Quand vous allez ici, vous vous rendez compte, Awesome NIR, que en fait, NIR, c'est un tas d'applications. Et c'est ça l'objet de NIR. NIR, aujourd'hui, est une blockchain qui permet à des applications de se créer et de fonctionner sur cette blockchain. Et c'est ça tout le... Et je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre d'applications qui ont été créées en très peu de temps, que ce soit des plateformes de vente, etc., de NFT, tout ce qui est lié au gaming, à la DeFi, etc. Tout le monde, vous n'avez pas besoin de demander d'autorisation, vous créez votre application à partir de la blockchain NIR, et ensuite, vous commencez à faire des transactions et faire votre business à partir de la blockchain NIR. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Refinance. Vous êtes une plateforme et vous utilisez la blockchain NIR pour proposer ce que vous faites actuellement, les swaps, les pools et les farms, en tous les cas, faire de l'AMM, quoi.
Exactement, exactement. Et en fait, NIR est ce qu'on appelle un layer one, mais donc c'est une infrastructure sur laquelle d'autres applications se développent et utilisent cette technologie pour développer leurs applications. Ouais, Donc, c'est les deux valeurs ajoutées de NIR, c'est le fait que toutes les transactions soient exécutées de façon très rapide, qui sont généralement entre 1 et 2 secondes. On appelle ça la finalité d'une transaction qui prend à peu près 1 à 2 secondes. Et la seconde valeur ajoutée, c'est le coût qui est très peu élevé par rapport, par exemple, à Ethereum pour exécuter ces transactions. Donc, je ne sais pas si... ouais, parce qu'il y en a un qui demandait, en fait, vous savez peut-être pas ce que c'est Layer 1, Layer 2, faut peut-être le rappeler. C'est-à-dire que NIR Yes. n'est pas lié à Ethereum, hein. On est d'accord, c'est une crypto-monnaie, une blockchain à part, ce n'est pas une surcouche. C'est une blockchain à part, c'est un réseau à part, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir, c'est un concurrent direct parce que les deux sont des infrastructures sur lesquelles les développeurs peuvent faire des smart contracts. Ouais. C'est Donc plus ou moins la même tech, c'est sauf deux... que, en fait, par rapport à Ethereum, les frais et la vitesse de transaction, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup moins Exactement. cher et beaucoup plus rapide. Et c'est là où bah, vous avez du votre coup, carte à jouer. c'est ça. Et du coup, c'est pour cette raison qu'en fait, d'autres infrastructures, que ce soit au-dessus d'Ethereum, qu'on appelle donc les niveaux 2, Layer 2, donc là, ça peut être par exemple Polygon, euh, qui avant s'appelait Matic, je crois. Polygon, il y a aussi Phantom maintenant, et donc tout ça sont des Layer 2 qui permettent à des applications qui étaient originellement sur Ethereum de scaler, donc d'avoir plus d'utilisateurs, les utilisateurs qui peuvent passer des transactions à moindre coût. Et il y a aussi d'autres Layer 1, donc comme NIR, exactement Solana, Tezos, Cosmos, qui sont en compétition directe avec Ethereum et NIR sur ce sujet-là. Ouais. Et chacun, j'ai oublié Polkadot qui est aussi un bon exemple, mais chacun a une approche un peu différente pour adresser ce problème de scalabilité sur Ethereum. Donc, il y a plusieurs technologies. Par exemple, NIR, là où il se différencie, c'est ce qu'on appelle le sharding, qui est un truc assez complexe, mais qui permet, pour la faire simple, de créer des mini-blockchains à côté de la blockchain principale. Le sharding, en fait, c'est une technologie, quand on prend un tableau, qui permet de découper le tableau en lignes à différents endroits. Donc ça, c'est grosso modo ce que fait NIR. Et Solana, par exemple, c'est différent. Eux, c'est vraiment de la puissance de calcul, la taille des tuyaux. Donc, c'est une approche qui est assez différente, quoi. Ok. Je suis en train de regarder un petit peu les dApps pour que les gens comprennent un petit peu de quoi on parle. Les dApps, c'est tout simplement, vous voyez Yes. par exemple les plateformes NFT, vous allez sur Mindbase ou Paras, ça va être des plateformes NFT qui utilisent la technologie NIR, tout simplement pour vendre et acheter des NFT. Donc les NFT, pour ceux qui ne savent pas, c'est des petites cartes comme ça, qui sont uniques, qui ont une signature numérique, qui sont inscrits dans la blockchain, qui sont donc infalsifiables. Et voilà, vous pouvez les acheter par exemple en NIR ici. Ils pourraient faire la même chose, mais en faisant leur propre crypto. On peut les acheter avec du Paras, ce type de NFT, ou c'est que avec NIR actuellement? Tu sais ou pas? Alors, actuellement, c'est avec NIR, mais Paras a lancé son token, Ouais. qui d'ailleurs est disponible sur Refinance. Et après, alors, l'utilité de Paras sera probablement de participer à la gouvernance du projet, de Paras, C'est mais limite. probablement aussi d'avoir du discount ou sur la marketplace de Paras. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire ou pas? Tac. Là, j'ai donc le staking de NIR, c'est forcément des pools de liquidité. Alors non, parce qu'en fait, Zolino 94, parce qu'en fait, alors il y a le staking au sens réseau et il y a le staking, comment dire, au sens Refinance, mais c'est deux choses différentes. Le staking au sens réseau, comme NIR est une blockchain qui utilise un mode de consensus qui s'appelle Proof of Stake, ça veut dire que chaque personne, pour participer à la résolution de la blockchain et des différentes transactions qui arrivent, c'est-à-dire est-ce que ces transactions sont valides, est-ce que le mec qui veut envoyer 100 NIR à telle personne a bien 100 NIR dans sa balance, donc ces personnes qui vont
vérifier que les transactions sont bonnes dans un bloc qui va lui-même s'ajouter à la chaîne. Ces personnes-là, elles vont pouvoir, pour participer à cet effort, staker leur NIR et du coup vont être rémunérées pour ça. Donc, proof of stake. Et ça, c'est le staking, je pense, au sens sur lequel Zolino, le staking au sens que Zolino a expliqué. Quoi. Faut quand même rappeler aux gens que ce qui est le staking quand même, parce que là, wallet, ils vont se dire, ouais, bah là, je suis déjà en train de... En fait, ça, le wallet, c'est holding. Genre, vous laissez sur votre argent, il se passe rien, en fait. Vous laissez vos cryptos sur une wallet, sur un portefeuille. Par contre, vous pouvez staker, en fait, vos crypto-monnaies. Et quand vous stakez vos crypto-monnaies, normalement, il y a quand même ce qu'on appelle un reward, c'est-à-dire une récompense de le faire. C'est ça. C'est ça. Donc, quand au lieu de les stocker sur votre wallet, j'ai envie de dire un petit peu entre guillemets bêtement, vous pourriez les mettre dans un stacking. Donc, c'est pas une pool de liquidité, c'est juste un endroit où vous stackez, vous mettez de la liquidité aux gens, c'est ça. Ça permet de faire ça ou pas? Ça permet d'apporter de la liquidité également, le staking? Non, le staking, c'est en fait des NIR qui sont vraiment bloqués et qui permettent à celui qui les bloque de participer au fonctionnement du réseau. À la blockchain, à la résolution des différentes transactions qui arrivent, etc. Donc c'est un rôle qui, en fait, si on devait donner un nom à ce rôle-là, c'est un rôle qui sécurise la blockchain. Ouais, voilà. C'est ça le staking. En fait, vous aidez à la construction et au fonctionnement de la blockchain en stakant vos NIR. Donc il n'y a pas de lien avec les pools de liquidité. Vous n'êtes pas là. Vos cryptos ne sont pas utilisés pour faire des échanges. Voilà. Ils sont juste là pour aider à la blockchain à fonctionner. C'est exactement le même métier que ça génère des intérêts sur Bitcoin, sans le coût environnemental, quoi. Ça génère combien d'intérêts? Les gens peut-être se posent cette question. Tu sais à peu près combien ça génère sur le site NIR directement? Non. Le staking, alors il faudrait qu'on vérifie de nouveau les chiffres, mais le staking rapporte entre, je crois, 5 et 15% annualisés aujourd'hui. Si je regarde en direct, mais je crois que ces chiffres sont plutôt bons. Ouais, ça se fait également, il me semble, sur Binance maintenant. Ça se fait sur NIR directement, mais aussi sur Binance, il me semble. C'est ça qu'on m'avait dit sur le chat. Et maintenant, il y a des services qui permettent de faire des pools de stacking. Mais donc là, c'est pas une pool au sens Ref Finance, c'est une pool au sens, une pool où les gens, un professionnel, un staker professionnel, qui lui va dire aux gens, vous pouvez venir staker et moi je vais m'occuper de sécuriser le réseau avec les meilleures machines possibles et je vais vous donner le reward proportionnellement à votre part dans cette pool. Mais là, du coup, c'est une pool, mais ça n'a rien à voir avec le concept de pool sur Finance. Ouais. Il y a Moonxi qui demande une bonne question. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer, à partir de quand on peut récupérer ces cryptos quoi, sur le stacking? Parce qu'effectivement, les fonds sont bloqués, mais pendant combien de temps? Alors le stacking est c'est une façon d'avoir un yield sur son NIR qui est très sécurisé. En revanche, c'est moins liquide que les pools sur Finance par exemple, parce que à partir du moment où on stake, il faut, je crois, 48 à 72 heures pour unstake ces NIR. Voilà. Vous devez attendre 48-72 heures pour pouvoir les retirer. Après, maintenant, si vous avez l'intention d'être long terme, en gros, si vous avez des NIR et au lieu de les conserver sur votre wallet parce que vous dites moi je suis long terme dans tous les cas, autant les mettre en stacking. En fait, il n'y a pas de risque pour le capital. Exactement. Il y a zéro risque, tu confirmes? Exactement. Alors non. Enfin, il y a zéro risque. Non, enfin, si le cours de la crypto-monnaie chute, effectivement, là, c'est pas de chance, j'ai envie de te dire, mais ça, que vous les ayez en holding sur Binance ou que vous les ayez en stacking sur NIR, ça revient au même. C'est ça dont on parle, au niveau du risque. Oui, alors c'est pas tout à fait la même chose parce que sur Binance, on fait confiance à un tiers qui est Binance, qui lui a mes fonds et qui lui fait du staking en mon nom. Mais du coup, j'ai pas la propriété de mes fonds. Ouais, parce que là, c'est décentralisé là. C'est ça. Et Binance me dit I owe you tant de NIR. Ouais. Mais là, si vous le faites directement via le wallet NIR, vous restez propriétaire en fait des NIR en question. Ouais, vous n'avez pas vraiment d'intermédiaire. Le seul intermédiaire, ça va être le code de la plateforme. Ça va être voilà. Donc voilà, effectivement, c'est une solution. Stacking, c'est peut-être pour celui qui veut pas trop prendre de risques et qui de toute façon est holder. Stacking, c'est une bonne solution, quoi.
Parce que les C'est ça. pools, il y a quand même un risque de perte de capital. Hein, il faut le dire, encore plus important que stacking. Bon, on va en parler après, Oui, mais le stacking, c'est un bon intermédiaire pour ceux qui veulent. NIR, c'est exactement. 100% décentralisé. Et en plus Ouais. d'être un, et en plus d'être un bon, comment dire, en plus d'être un bon placement, il y a une vraie participation au réseau en fait. Donc le Ouais. plus de stakers il y a sur le réseau, le plus sécure est le réseau. Ce serait bien que le pourcentage de stacking soit affiché directement sur NIR. Ouais, je pense que si je fais stake my token, Ouais, ça se trouve assez facilement. ça doit être écrit, mais je sais pas où. Je l'ai jamais fait, mais il faudrait que Alors, je teste de le faire. donc il y a exactement 422 millions de NIR qui sont stake en ce moment. Tu vas dans Farm, enfin dans Swap. Non, tu vas dans quoi? Dans Non, Pool? c'est une data qui est sur NIR. NIR fait comment dire, fait une publication de ses métriques tous les mois dans son forum. J'envoie le lien, clac. Ok. Euh, Ici. Mais c'est vrai que Tu peux c'est dommage que, avec. tu vois, quand on clique stake my token, on devrait avoir quand même peut-être le pourcentage. C'est vrai que c'est un Oui. petit point d'amélioration. Mais là, C'est stylé. vas-y, si tu essayes de staker. Ouais. Après, je sais pas si tu peux mettre un petit montant, mais voilà. Donc là, il y a différentes solutions de staking qui existent en dessous. Parce Ouais. qu'il faut choisir voilà, un valideur Ah, ok. qui lui est, comment dire, est validé par le réseau comme comment dire, comme un validateur sérieux. Et donc, vous choisissez Ah, attends, un de ces validateurs. c'est un ratio fois 100 hein, entre certains. Il y en a un à 100% fee et il y en a d'autres 1%. C'est quoi qu'est-ce qui se passe là? Tu peux nous expliquer ce qu'on voit là ou pas? Ouais, bah, c'est eux qui choisissent leur fee. Donc, eux, ils disent, bah, moi, je prends 9% de ce que je te fais gagner en staking. Celui Ben, d'en dessous, il va dire, moi, je te prends 1%. autant prendre celui Ah, il y a une- qui met 1%, non? Exact, sauf que peut-être que certains font du staking avec plus de, comment dire, vont avoir beaucoup plus de liquidité, du coup c'est probablement plus intéressant de les faire avec eux. Mais généralement, oui, il faut pas prendre un truc n'importe quoi, quoi. Faut Ah prendre ouais, mais attends, là on parle au particulier, comment il est choisi dans le tas? C'est dans le compliqué là. tas. Parce qu'il y Ouais, en a un alors paquet là. bah, il peut prendre. Il y en a qui en mettent Il y en zéro a un carrément. paquet. 0% de fee. Là c'est. Non, J'avoue que c'est. 0% de filles. Ouais. Ouais, sinon, 100% de filles, c'est sûr qu'il faut pas y aller. 100% de filles, c'est sûr qu'il faut pas y aller. Mais non, par exemple, le 0,1 node, celui-là, il est assez connu, je crois, le pool V1IR, celui qui a 1% de filles. Ouais, il y a un risque quand on fait ça ou pas? Est-ce que et si on 5%. sélectionne une personne, il peut peut-être nous scam ou quoi? Il y a. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que tout le monde peut Non, faire parce que partie de cette ce sont de des ces personnes. validateurs sont des validateurs qui sont validés par le réseau, donc le risque est quand même maîtrisé. Mais il y a toujours un risque, il y a quand même toujours un risque sur le staking, parce que Ah ouais. il y a toujours un risque. Ok. Bon, en fait, il faut choisir le bon validateur, quoi. Là, c'est pas évident. C'est ça. Moi, je stack mes Binance sur NIR. Ah, tu stack sur Binance tes NIR, ok, ok. Ouais, c'est une autre solution. De toute façon, il n'y a pas que. Ça revient au même. Hein. Après, c'est juste le pourcentage de reward, le pourcentage d'intérêt que vous prenez qui peut différer, Ouais. je pense. Enfin, Et sur puis, Binance, effectivement, ouais, du mais coup, sur Binance, c'est pas c'est faire décentralisé. confiance à Binance. Voilà. C'est ça. Mais là, on fait C'est ça. confiance aux validateurs. Donc, quelque part, C'est ça. 100% filles, ils sont validés. J'avoue que ça, c'est un peu Ouais. bizarre. Mais- Le mec, mais y a- il est 100% et il est validé quand même. Salut, Ouais. Spitrox. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Parce que je pense que le stacking, Alors, c'est clair pour il tout y a le monde. beaucoup. Ouais. Ouais, après, il y a beaucoup de. Je suis pas un expert du staking, mais il y a beaucoup de documentation dispo sur le sujet. Hein. Ok. Parce qu'effectivement, c'est un placement qui est hyper intéressant. Ouais. Ok. Ensuite, on avait. Ouais. Bah vas-y. T'allais enchaîner, j'allais dire on enchaîne. On enchaîne. Ensuite, on avait plutôt comment dire, les automated market makers, l'environnement, l'écosystème. Mais je ne sais pas si, comment dire, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché-là, mais qui restent en fait très petits comparé au marché global des crypto-monnaies. Donc, les chiffres qu'il faut retenir, c'est que grosso modo, sur le volume mensuel
du marché des cryptos, c'est à peu près 1 trilliard, le volume mensuel sur le spot, juste, donc sans les futurs. Ah ouais, Juste tu sur voulais nous l'instrument montrer spot. le schéma là, dont tu m'as parlé. Tu peux peut-être me renvoyer Yes, le... yes, on peut l'afficher. Donc on vous montre un peu c'est quoi la part des AMM, des Automated Market Makers, comparée au spot, au marché spot. C'est ça. Après, il y a pas plusieurs fois la question burn du NIR. Qu'est-ce qu'ils veulent entendre par là? Est-ce que le NIR peut être burn? C'est ça la question? Tu connais un peu là-dedans? Non, le NIR, enfin, comme toutes les, comme tous les tokens, il y a probablement une fonctionnalité de smart contract qui permet de détruire une quantité, mais c'est pas du tout dans le plan de la fondation NIR de brûler des tokens. Donc j'ai du mal à comprendre ce que... Bah, c'est vrai que des fois on voit BNB, ils disent ouais, on burn des tokens, ça fait un peu monter le cours. Je sais pas si. Ouais, donc ça c'est de la manipulation, c'est génial. Je sais pas. Non, on réduit la supply ouais, ça c'est, je sais pas, ça sonne comme de la manipulation. Non, il n'y a pas de, il y a pas de, Future application mobile. la fondation NIR ne brûle pas de NIR. Voilà. Merci Monix. Ouais. Donc vraiment, on est dépendant du marché. En fait, je vous explique. Le token NIR, de manière générale, par rapport à est-ce qu'il va monter ou baisser, effectivement, plus il y aura de monde qui créeront des applications, plus ça sera utilisé, plus il y aura de transactions, plus il y aura d'utilisateurs, et plus en fait le cours du NIR, en toute logique, pas un conseil d'investissement, mais devrait, voilà, ça va prendre de l'engouement et ça va monter. En gros, c'est ça. Hein. Par contre, s'il n'y a plus personne sur la plateforme, il n'y a plus de DApps, il n'y a plus d'utilisateurs, il n'y a plus personne qui achètera le token. Ça sera un shitcoin et puis c'est tout. Bah, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'intéresse à NIR, la vraie question, c'est l'usage. Qui utilise NIR? Quelles sont les différentes applications sur NIR? Qu'est-ce qui est construit sur NIR? Qu'est-ce que je peux faire dans l'écosystème? Est-ce que je peux acheter du NFT? Très bien. Est-ce que je peux échanger mes NIR contre d'autres tokens? Ok. Quels sont tous les cas d'usage en fait sur NIR? Mais après, le prix de NIR peut être aussi décorrélé de l'usage. Par exemple, le Bitcoin, Ouais. l'usage principal, c'était le paiement. Mais en fait, Bitcoin a toujours été une très mauvaise solution de paiement parce que c'est cher, parce qu'aujourd'hui le réseau il est congestionné et donc de faire n'importe quelle transaction, surtout les micro-transactions, ça n'a aucun intérêt. C'est beaucoup plus intéressant de faire un virement SEPA par exemple qui coûte beaucoup moins cher. Donc les gens n'utilisent pas le Bitcoin et pour autant son prix est élevé parce que peut-être que l'usage est différent. Les gens l'utilisent pour ou les fonds d'investissement l'utilisent pour se hedger contre l'inflation, parce que Ouais, c'est quand pour spéculer, peut-être surtout. spéculer, bien évidemment, quand tu habites au Venezuela, peut-être, ou quand tu habites comment dire, Merci, au David. Mexique, avec le pesos, peut-être que tu as peu de confiance en ta monnaie locale, du coup tu préfères avoir du BTC. Je sais qu'il y a une énorme demande, en tout cas il y a beaucoup de Salvador. transactions qui se font en Afrique, en Afghanistan aussi. Donc non, oui, je pense que le BTC, il y a de l'usage, mais le prix peut aussi être décorrélé de l'usage. Voilà. Ouais. Il y en a un qui me pose une bonne question. Est-ce qu'il y a un nombre de NIR limité? Ou est-ce que c'est... Voilà. C'est ce que tu m'avais déjà Alors, répondu. il y Moi, a je sais la réponse, mais... yes, 1 milliard. De NIR. Voilà. Sachant qu'ils peuvent Aujourd'hui, ils en ont créé, ils en ont mis en circulation que 500 et quelques mille. C'est ça? 500 millions? 1 milliard, c'est ça, 1 milliard. Et aujourd'hui, quand on regarde sur CoinMarketCap, on est à peu près à 500 millions en circulation. Voilà. Vous avez votre réponse. Mais voilà, ça ne pourra pas dépasser 1 milliard. C'est ça. Est-ce qu'ils recrutent des devs? Abdel, ça je sais. Ah oui, Ref alors Finance. oui. Ah. Alors là, Ah bah voilà. oui, alors là, mais c'est Combien vous il y a payez tellement aussi? d'opportunités. Très cher. Non, il y a, Est-ce il y que a c'est payé beaucoup en ref ou en d'opportunités. IR? Non, c'est vrai, il y a des dividendes, non? Il y a des... En général, même tu vois, Oui. par exemple, Messi il touche des cryptos en PSG, quoi. Yes, exact. Oui, il y a comment dire, sur NIR, ils peuvent très bien utiliser NIR comme token pour être rémunérés en tant qu'incentive. Sur F-Finance, pareil, du REF, du NIR aussi. Non, il y a les salaires en crypto, c'est un truc qui se fait de plus en plus, ouais. Bah ouais. Ah, c'est l'avenir, hein, on y C'est croit un truc tous. Donc, C'est ça. Ah, je suis payé en crypto. Ah, t'es payé en crypto? Yes. Ah, ok. Ah, voilà. Vous avez votre
Comme quoi, et toi, donc du coup, tu transfères tes... Parce qu'à un moment donné, pour vivre, tu transfères tes cryptos en euros pour... Enfin, ça c'est pas en euros du coup, à Londres. C'est ça. En GBP, Ouais, voilà. en pound, sterling, ouais. C'est fou, vous voyez. Comme quoi, il y en a déjà qui gagnent leur vie en crypto-monnaie et après ils payent leurs courses dans leur monnaie locale. Hein. Ils transfèrent ensuite. Hein. C'est ça. C'est ça. Et ouais. Si vous dites ça à vos parents ou à vos grands-parents, ils vont pas comprendre. Hein. Vous voyez, c'est complètement un changement de paradigme. À quoi servent les NIR non encore disponibles? Ah, bonne question. Alors, il y a un programme d'émission sur les NIR qui permet de... Comment dire? Un programme d'émission qui est déjà défini. En fait, je peux envoyer le lien que tu peux partager avec... Ouais. qu'on a préparé. Mais de toute façon, je vais vous le dire, NIR est une plateforme open source où toutes les décisions, y compris de gouvernance, sont publiques. Donc, il n'y a pas de carotte. Plus public que ça va être compliqué. C'est un réseau qui est complètement ouvert, hein, comme ça porte son nom. Yes. Donc, tout ce qui est par rapport à cette gouvernance, où est-ce que les jetons vont être mis, quand est-ce qu'ils vont sortir, des machins, tout est public. Et en fait, c'est un vote par la communauté. On parle de communauté de NIR. Il n'y a pas de dirigeants directement. Vous comprenez ou quoi? C'est-à-dire que si vous détenez des NIR, vous avez des droits de vote. Et une fois que vous avez vos droits de vote, vous pouvez voter pour les décisions qui sont prises sur la plateforme. Exact. Donc vous pouvez être vous-même en prenant des NIR, vous pouvez gouverner à votre échelle la plateforme. Comment tu transformes ton salaire en pound? Il prend 16% sur les 19% sur les transferts. En gros, je pense. NIR à plus de $10 bientôt. Ou sinon, il paye tout en carte Binance. Et... Exactement. Ah, c'est vrai qu'il y a la carte Binance, c'est vrai ça. Et ouais. À quand la carte NIR? Alors là c'est l'heure des Gucci. Le jour où ça sort, tout le monde va la prendre. Ouais. Incroyable. Ça arrivera sûrement. Hein. Ça serait incroyable. Ouais, là, bien sûr, bien sûr. Et si ça n'existe pas, faut le créer. Et ouais. Les questions sur le est-ce que NIR recrute, est-ce que Ref recrute? Oui, il y a une opportunité si vous êtes développeur. Alors il n'y a pas que des rôles pour les développeurs, hein. Il y a des rôles pour des community managers, des product managers, du business development. Mais c'est vraiment il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. Mais il y a une grande différence avec NIR, c'est que tout est en Rust. Et Rust, c'est un langage qui est assez nouveau. Qui est assez nouveau et qui est très différent de Solidity, par exemple, qui est sur Ethereum. Et donc, un des défis de NIR est notamment d'avoir suffisamment de ressources en Rust et d'avoir les compétences en Rust pour pouvoir développer ces applications. Et s'il y a un vrai défi aujourd'hui pour l'infrastructure, c'est ça. C'est le nombre de développeurs qui ont ces compétences. Aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur à tes auditeurs, il y a à peu près une estimation de 2500 développeurs actifs sur Ethereum. Et sur NIR, on est à peu près à 1000 développeurs actifs. C'est des chiffres qui sont très très petits, en fait, quand on réfléchit. On n'a pas, c'est très petit par rapport à l'ambition de l'infrastructure, d'être en fait peut-être l'infrastructure du système bancaire de demain. J'exagère on purpose, tu vois, mais c'est ça l'ambition. C'est quand même, c'est quand même 3,5 milliards de capitalisation, il me semble, NIR. Hein. Donc là, on parle d'une équipe de 1000 personnes. C'est quand même incroyable. Ouais. Sur quoi on enchaîne? Yes. Du coup, what is DeFi? Ou non, c'était peut-être montré à comment dire, le tableau pour montrer un peu ce que représentent les automated market makers. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai. Tu me l'as envoyé peut-être? Yes, je te l'envoie tout de suite. Je vois que tu m'as envoyé plein de choses, mais il faut savoir lire anglais. Le balance. Tac. Et ensuite, on a ça. Voilà, donc c'est ce tableau-là que tu voulais nous montrer. Oui, si tu scroll down, celui-là. En fait, ce que veut dire ce tableau, c'est que les automated market makers restent une part assez faible du marché global des crypto-monnaies. Et quand je dis marché, c'est là on prend le volume mensuel. Mais grosso modo, le crypto, le marché du spot, c'est 1 trilliard par mois de volume.
Et là-dessus, les automated market makers, c'est 70 milliards. Donc c'est, entre guillemets, En développement. c'est une goutte d'eau. Sachant que ça a Enfin, une goutte commencé d'eau. quand? C'est plutôt Sachant que récent. ça a commencé. Ouais, c'est quand même une technologie Uniswap qui doit avoir à peu près 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, bon, 70 C'est une milliards en technologie qui 2 ans. reste très. Ça reste énorme. Ça reste énorme. C'est une goutte d'eau qui est grandissante. Ouais. Mais ça permet de donner un peu plus de perspective. Quelle Ah. est la part des automated makers sur ce marché-là? Et c'est vrai que 70 milliards, voilà, c'est 7% sur le marché, donc sur le volume mensuel. Mm. Donc ça reste encore, comment dire, petit, mais grandissant et de plus en plus visible en tout cas. Mm. De plus en plus visible. Et si tu descends un peu plus, Ouais. si tu scroll down un peu plus, tu as normalement... Ouais, yes, ça montre un peu. Alors, il n'y a pas tous les acteurs sur cette map, mais ça montre à peu près les principaux automated market makers aujourd'hui et sur quelle plateforme ils sont. Donc, il y en a qui sont sur Ethereum, il y en a qui sont et sur Ethereum et sur des Layer 2 Ethereum, il y en a qui sont sur d'autres blockchains comme Refinance. Et en fait, ça permet juste de... Alors, je l'ai appelé la Milky Way des automated market makers, mais ça donne une représentation assez amusante des automated market makers et aussi de leur stratégie, en fait. Enfin, de leur stratégie. Ce qu'on regarde au milieu, Uniswap Curve et SushiSwap, qui sont en fait un peu les legacy players, eux, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est de l'intégration horizontale. C'est-à-dire, j'ai une technologie qui fonctionne extrêmement bien sur mon infrastructure, j'occupe X% du marché, donc maintenant ce que je vais faire, c'est d'aller sur une autre infrastructure. C'est exactement, en fait, c'est exactement comme dans notre économie traditionnelle. C'est des stratégies qui sont très similaires. Et des nouveaux acteurs comme Refinance, nous, on n'a pas forcément la capacité de se battre avec des acteurs comme Curve ou Uniswap. Donc ce qu'on va peut-être faire, c'est essayer d'innover verticalement. Qu'est-ce qu'on peut sortir comme feature en plus grâce à NIR, parce que ça nous permet, on peut faire des transactions très rapidement, que Uniswap ne peut pas faire, par exemple. Et donc là, je vais donner un exemple, comment dire, Plus parlant. après, il y a pas mal d'exemples, mais par exemple, le micro-paiement, un truc qui peut fonctionner sur NIR grâce au faible coût des transactions. Ouais. Je digresse un peu là, mais... Après, tu vois, Uniswap, Curve et Sushi, vu ils sont sur Ethereum, c'est ça? Layer 2 et Ethereum, c'est ça? Yes. Ouais. Du coup, au niveau des frais, aujourd'hui, pour la même tech que fait NIR, est-ce qu'il y a une différence? Ou est-ce que ça change quelque chose pour concrètement oui, ou si pas? tu utilises Curve sur Ethereum, pour passer un trade, tu vas peut-être dépenser 700 $. Ah Mais oui. si tu utilises Curve sur Arbitrum, par exemple, ou Phantom, tu vas probablement utiliser beaucoup, beaucoup moins. Donc là, effectivement, sur les Layer 2, on est en compétition avec Curve, par exemple. D'accord. Mais là où... Enfin, on est en compétition sur les mêmes assets, mais Refinance, c'est la porte d'entrée à l'écosystème NIR. Donc nous, ce qu'on va essayer de mettre en avant, c'est les projets qui sont natifs sur NIR. Et du coup, ça nous donne un positionnement un peu plus légitime, parce qu'on est la DEX native sur NIR. Donc on va plutôt jouer sur ce positionnement que de se dire, on va essayer d'être en concurrence avec Curve sur des assets comme AV, par exemple, qui, eux, sont natifs sur Ethereum. Là, la stratégie, elle serait un peu plus risquée. Parce que Curve, c'est déjà 1 milliard de TVL, par exemple. C'est énorme. Ouais. Après, la Curve, vraiment, la plateforme, elle n'est pas user-friendly quand même. Hein. Non, je sais pas, t'es déjà allé dessus. Enfin, oui, elle n'est pas user-friendly, mais ouais. Elle n'est pas user-friendly, exactement. Mais c'est aussi Curve parce Confi. que... Ouais, c'est affreux, Laurent. C'est ça, hein. On parle de ça, hein, les concurrents. Bon, après, on rigole, mais c'est la référence, c'est une des références. Oui, mais c'est aussi, comment dire, dans un produit, parfois dans le design, il y a la volonté de plaire, mais il y a la volonté d'écarter des gens qu'on ne veut pas. Et Curve, dans son design très brut, en fait, Curve, il s'adresse à des professionnels ou des gens qui veulent faire des trades qui sont très importants sur des stablecoins, par exemple. Donc, en fait, le design, par nature, il s'adresse à des institutionnels ou des professionnels. Et donc, Curve a pris ce positionnement sur le marché. Curve, c'est genre,
le professionnel. Si tu veux faire des trades complexes ou si tu veux déployer des choses complexes, Curve, c'est probablement le truc que tu dois regarder. Et le design, alors après, bon, c'est un peu exagéré, mais en fait, ils s'en foutent du design. C'est pas ce qui les intéresse. Et après, si tu vas, par exemple, tu peux ouvrir un nouvel onglet et aller sur, on prend un exemple qui n'a rien à voir, mais tu peux ouvrir, comment dire, DinoSwap, Oula, D-I-N-O Swap, Ouais. Exchange. Ah oui. DinoSwap, yes. Donc là, c'est plus pour vous, les gars. Donc là, non, mais, donc là, il y a des dinosaures, tu vois, donc en termes de design, c'est pas du tout le même positionnement. Alors Ouais. après, ça veut pas dire que DinoSwap n'a pas des bons prix, ça veut pas dire que DinoSwap n'a pas une techno intéressante, mais dans le design, il y a déjà un truc assez fort, en fait. Ouais. Là, ça fait presque enfantin, hein, mais... Ouais. Ah, ça me fait penser que c'est le moment de mettre le petit NFT. Callistas to the Moon, hop. Voilà, ça c'est cadeau. c'est ça. Bon, ok, on revient à nos moutons. Donc effectivement, il y a de la concurrence et vous essayez de vous démarquer en étant un peu plus vertical et en proposant peut-être des fonctionnalités un peu qui pourraient intéresser la cryptosphère. La bine ne fait pas le moine. Le calinote. Enfin, le petit cosmonaute. Ouais. Et par rapport à Layer 2 Ethereum, c'est une surcouche Ethereum, c'est ça? Oui. Et en gros, pourquoi NIR, enfin une technologie, une blockchain comme NIR qui serait du coup du Layer 1, serait meilleure qu'un Layer 2? Est-ce qu'il y a une différence concrète pour l'utilisateur? Alors, différence concrète, non, parce que finalement, on va arriver à des frais de transaction qui sont très similaires. En revanche, un Layer 2 dépend aussi du Layer 1, Ah ouais. parce que, et donc il y a cette dépendance qui est forte. Donc si le Layer 1 fait un choix sur son infra qui est forte, le Layer 2 est probablement impacté. Donc il y a un coût de maintenance qui est probablement important en Layer 2. Ou pas un coût de maintenance, c'est pas le bon terme, un coût de dépendance qu'il faut vérifier, qu'il faut surveiller en fait. Ok. Un autre exemple, si on fait le parallèle avec Bitcoin, c'est le Lightning Network. Donc, le Lightning Network est en fait la promesse originelle de faire du réseau Bitcoin un moyen de paiement efficace. Et en fait, le Lightning est un Layer 2 sur le Bitcoin, voilà, sur la chaîne principale. Ouais. Okay. Bah, c'est la même chose pour ces Layer 2. Ça marche. Vous avez des questions ou pas par rapport à ça? Non? Oui, il y avait quand même une question. Est-ce qu'il y a des bridges de NIR vers les autres blockchains? Ça, c'est une nouveauté, ça, non? Le Rainbow Bridge. Yes. De mémoire. Ouais, ça, c'est une super question. Ouais. Oui, il y a un bridge qui s'appelle le Rainbow Bridge, qui est maintenu par Aurora, qui est un projet qui utilise la blockchain NIR, mais qui est en fait aussi un réseau différent. Mais il y a donc un bridge qui permet de migrer des assets Ethereum vers NIR et NIR vers Ethereum. Et qui demain, avec Aurora, permettra de faire Aurora NIR, Aurora Ethereum et vice-versa en fait. Est-ce que tu peux m'envoyer le lien peut-être du Rainbow Bridge? Je ne retrouve pas. Où est-ce qu'il faut aller pour le retrouver? Parce que moi je capte pas l'intérêt de ce truc, mais je sens que c'est très clair pour toi. Moi je n'arrive pas à voir le... Si l'intérêt c'est que par exemple si tu as des ETH sur Ethereum, ouais. Bah, tu passes par ce bridge et tu vas te retrouver avec des ETH sur NIR. Alors que c'est deux blockchains qui sont complètement différentes. D'accord. Et les ETH que tu as sur NIR, tu vas pouvoir les dépenser, tu vas pouvoir faire quelque chose avec. Mais après, si tu as envie de transférer ces Ethereum sur NIR, c'est ça? Exactement. Ouais, mais moi, si je veux... Ah oui, de manière décentralisée. C'est ça l'intérêt. De manière complètement décentralisée, sans intermédiaire. Et ouais. C'est de nouveau... Parce qu'aujourd'hui, si on veut le faire également, on a notre plateforme, on peut envoyer par le biais de la blockchain Ethereum sur un wallet. Mais peut-être pas le NIR. Peut-être pas NIR. Si, on peut ou pas? Tu peux me faire un dépôt en NIR, en Ethereum, si on fait resave? Tu vois, comme tu... Oui, bah, je peux alors, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence avec le Rainbow Bridge? C'est là que je suis... C'est que moi, je suis sur NIR. Quand je te fais un... Si je t'envoie un USDT, un ERC20 token, ou si je t'envoie de l'ETH, d'ailleurs, c'est du wrap ETH en ce moment sur NIR, tu vas recevoir ça sur NIR. Et on se l'envoie de NIR à NIR. Mais voilà. Si j'ai envie de t'envoyer, moi, sur ETH, sur Ethereum, ouais. C'est ça, de l'USDC,
je peux passer par ce bridge qui va donc, en fait, brûler tes USD C sur Ethereum et qui va t'en créditer sur NIR, grosso modo. Et quand tu reviens dans le chemin inverse, tu fais la même chose. Et ça, de façon complètement décentralisée. Ok. Bon, c'est bon, vous avez tous capté la petite nuance. C'est qu'effectivement, on peut envoyer des cryptos de NIR à NIR sans aucune difficulté. Mais par contre, d'envoyer d'un wallet Ethereum vers NIR, et ben là, il aura fallu créer le Rainbow Bridge. Mais Rainbow Bridge ne fonctionne qu'avec Ethereum. Ne fonctionne pas avec une wallet Bitcoin, par exemple. Non, pas encore. Pas encore. Mais du coup, c'est vrai que pour eux, il y a un vrai défi de faire des bridges entre les différentes blockchains, par exemple. Ouais. De faire des bridges avec Solana, avec Cardano, avec Polkadot, etc. Et c'est vrai qu'il y aura de plus en plus de bridges qui vont proposer ces fonctionnalités. En fait, parce que les grosses plateformes, genre MetaMask, ça utilise plusieurs blockchains ou c'est que Ethereum, par exemple? Comment ça marche? J'ai jamais fait. Alors MetaMask, c'est donc un wallet qui est installé sur ton browser. Ouais. Et qui ne fonctionne qu'avec Ethereum aujourd'hui, si je dis pas de conneries. Donc en gros, aujourd'hui... Avec Ethereum et des layers 2 Ethereum, pardon. D'accord. Donc aujourd'hui, avant que le Rainbow Bridge, c'était pas possible d'envoyer de l'argent, des cryptos de MetaMask à NIR. À part si c'était du NIR. Exactement. Donc aujourd'hui, on va pouvoir envoyer de MetaMask vers NIR, n'importe quel, de l'Ethereum. C'est ça, exactement. Et ouais. Exactement. Mais c'est vrai que dans le futur, probablement MetaMask va avoir un wallet qui sera lui-même intégré à toutes ces blockchains et qui fera l'agrégation de ton différent portfolio sur toutes les blockchains. Mais on n'y est pas encore, mais ça, c'est probablement l'avenir. Ok. Donc, sur quoi on enchaîne? Vous avez des questions dans la chat? Je t'ai envoyé le lien aussi du bridge, si tu voulais le montrer. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est tout simple. Il n'y a rien de plus simple. Vous connectez votre wallet Ethereum, vous connectez votre wallet NIR et pouf pouf, vous faites la transaction, quoi. Alors, il y a quand même un truc à savoir. Ouais. C'est que d'Ethereum à NIR, c'est rapide et le coût est faible. Mais de NIR à Ethereum, le bridge peut prendre jusqu'à 24 heures et le coût est assez élevé. Et il est irréversible. C'est-à-dire que une fois que vous avez bridgé l'asset, vous pouvez décider de ne pas payer le gas fee pour finaliser la transaction sur le wallet Ethereum, mais vous ne pouvez pas revenir dans ce moment-là sur NIR. Donc, vous pouvez attendre à un moment que le fee baisse, mais il faut quand même prendre en compte ça. C'est que le bridge est une solution parfaite parce qu'elle est techniquement complètement décentralisée, mais après, elle a quand même un coût et il faut prendre en compte ce coût aussi potentiel, ce risque potentiel. Donc il faut être vigilant là-dessus. Oui. Ok. Donc ok, est-ce qu'on a d'autres éléments à regarder ensemble? Donc là, il y en a qui me parlaient des NFT et tout. Les NFT, pour ceux qui n'ont pas compris, les plateformes, effectivement, il y a plein de plateformes NFT, comme vous le voyez ici, qui utilisent la blockchain NIR et qui ont été créées, en fait, ce sont des DApps, donc des applications décentralisées qui fonctionnent avec le réseau NIR. Et en fait, effectivement, il y a plein de marketplaces comme ça, NFT, qui fonctionnent, qui se sont créés à partir de NIR Protocol. Donc après, on avait fait AMM écosystème, on a terminé avec ça? Oui. Pour le grand public. Ouais, okay. je pense qu'on a dit l'essentiel. Ok, et What is DeFi, on a fait le point également. La finance décentralisée, on a expliqué le gros ou pas? Oui, je pense. Ce qu'on appelle la finance décentralisée, c'est ce qu'avait appelé Vitalik il y a, je crois, 5-6 ans, Lego Money. Lego Money, qui est une façon de représenter la finance avec différentes stacks, en fait. Donc d'un côté, on va avoir une plateforme d'échange comme Ref. D'un autre côté, on va avoir une plateforme de lending et de borrowing comme AV ou comme Compound. D'un autre côté, on va avoir une solution de, par exemple, comment dire après, il y a tous ces de paiement, par exemple. Et donc, il y a tous ces stacks qu'on appelle... Mais DeFi, en fait, c'est plutôt Lego Money. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, DeFi, j'aime pas le terme parce que dans DeFi, il y a Decentralized Finance. Mais en fait, qu'est-ce qui est décentralisé? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est la technologie?
est-ce que c'est... Enfin, ça n'a pas vraiment de sens parce que, par exemple, il y a beaucoup de projets DeFi qui sont finalement très centralisés, dont le pouvoir de décision est centralisé, dont l'argent est centralisé. Donc, en fait, Tu peux ne nous en reste que citer de ou pas? décentraliser le terme marketing. Ouais, t'en as des plateformes en tête comme ça qui deviennent et qui se disent décentralisées et qui ne le sont pas vraiment? Bah, alors, c'est pour ça que je dis décentralisé. Il faut prendre le terme avec des pincettes. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il est plus très bon. Je pense que DeFi il sera probablement renommé dans le futur parce qu'il Ouais. y a un détachement entre. Enfin, je trouve que ça induit les gens en erreur parce que tout n'est pas décentralisé. Je pense à des grands projets comme Uniswap. Je ne pense pas que l'équipe soit complètement décentralisée, par exemple. Hmm. Euh, mais quand je pense aussi à... Donc il faut prendre ça en compte. En fait, ce qu'aujourd'hui on appelle décentralisé, c'est souvent ce qu'on appelle trustless et permissionless. Trustless parce que la technologie permet de ne pas faire confiance à un tiers pour exécuter la transaction. Et permissionless parce que j'ai pas besoin de demander l'autorisation pour faire cette transaction. Voilà. Donc Donc je en vais gros, sur F-Finance. ouais. Est-ce que j'ai besoin d'une permission pour trader? Non. Est-ce que la plateforme demande à un tiers l'autorisation pour exécuter? Non. En fait, ce qu'aujourd'hui on appelle décentralisé, c'est trustless, permissionless. Ouais. Voilà. Merci Zolino Mais pour ton c'est mon commentaire. opinion. Bonne soirée. Ouais. Ouais, en gros, vous n'avez pas un intermédiaire. Imaginons vous avez une plateforme d'échange. Je ne vais pas citer, vous les connaissez tous, mais toutes. Mais voilà, il y a cette plateforme qui décide et qui est en fait votre tiers de confiance, quoi, votre prestataire de confiance. Alors que là, on Yes. parle d'une chose totalement décentralisée, c'est-à-dire que bah, c'est juste un code. Vous n'avez pas à demander, vous n'avez pas à faire de KYC, vous n'avez pas de. Vous arrivez, pouf, pouf, vous faites votre échange C'est ça. et voilà, vous avez besoin de personne pour vous autoriser, ne pas vous autoriser ou quoi que ce soit. Exactement. Voilà. Peut-être expliquer rapidement. Donc, Deposit, on a bien compris, on peut déposer des cryptos sur F-Finance. Swap, on a bien compris, on peut Yes. faire des échanges, comme vous le faites sur Binance ou autre, entre deux crypto-monnaies. Voilà. Oui. Avec un effet de slippage. Est-ce que peut-être tu pourrais rappeler ce qu'est l'effet de slippage? Yes. Alors en fait, il y a deux trucs qui sont souvent très confondus, qui est le slippage et le price impact. En fait, le slippage, la définition, c'est grosso modo, j'exécute mon trade et j'ai un prix qui est moins bon que ce que que ce que la plateforme m'a montré, parce que les gens ont exécuté le même trade avant moi. Et du coup, le prix est moins bon. Donc ça, c'est le slippage. Et le price impact, c'est de combien mon trade fait bouger le prix, qui sont deux choses différentes. Mais grosso modo, c'est ça le slippage. Donc là, ce qui va se passer, c'est si tu sélectionnes, par défaut, c'est 0,5%, Ouais. donc 50 bips. Et donc là, grosso modo, c'est pour un USDT, le montant minimum que toi tu veux en wrap ETH, il est de 1 10 millième, de 2 10 millièmes. Et donc, grosso modo, si au moment où tu exécutes, le montant qui t'est retourné est moins important que ça à 0,5% près, ta transaction, elle failed. Donc, c'est en fait c'est une protection, le slippage. Donc, grosso modo, plus tu mets tight, donc si tu mets 0,1%, par exemple, ça veut dire que Prends plus de risques que tu acceptes. que ta collection. Ouais, exactement. Tu prends plus de risques que ta transaction fail. Sachant que si tu fail, les frais, parce qu'il y a des frais lors du swap. Oui, Les frais mais qui sont de nouveau. Alors, si tu fais 1000 transactions au jour, ça peut avoir une importance, mais sinon, les frais sont très très faibles, très très faibles. Ouais. Mais si la transaction est annulée, tu perds les frais. C'est un peu comme sur Uniswap, non? C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, vaut mieux Et du mettre coup, le 0,5%. slippage c'est ça. Mais du coup, le slippage est une vraie mesure de protection, en fait. Ouais. C'est juste se protéger contre des personnes qui font le même trade avant toi et qui, du coup, te donnent un prix qui toi, te ne convient plus. Et s'il ne te convient plus, bah, tu ne veux plus être exécuté. Ok. Après, il y a pool fee sur swap. Ouais. Ça correspond À à. pool fee, c'est donc C'est le les prix frais que de tu payes transaction. pour swapper un USDT en ETH. Yes. Yes.
Là, les questions qui vont Donc, m'être posées, c'est pourquoi payer 0,3 alors que sur d'autres plateformes, on peut avoir 0,1 de frais. et ben, du coup, ici, les fees ne sont, comment dire, sont choisies par les liquidity providers, qui est un truc qui est différent d'Uniswap ou de SushiSwap, par exemple. Euh, et les fees vont être généralement, bah, ça dépend. Parce que les liquidity providers, comme ils fournissent les deux assets, les deux tokens, si les deux tokens sont très volatiles, ils veulent, enfin, en fournissant de la liquidité, ils veulent plus de revenus. Donc, ils vont probablement mettre un pool fee qui est plus élevé. En revanche, pour des tokens qui sont beaucoup moins volatiles, donc par exemple, ça va être une paire stablecoins, USDT DAI, et ben là, par exemple, les fees de la pool seront généralement moins élevées. Mm. Alors, c'est vrai que les fees de Refinance, bah, par exemple, là, 0,3% pour de l'USDT et de l'ETH est peut-être moins intéressant que sur Binance, Ouais. donc de 0,2%. Mais est-ce que le prix est bon? C'est ça qu'il faut vérifier. Est-ce que le prix avec les fees est bon? Parce que si le prix est meilleur et avec offset le prix de Binance, c'est Et ouais. probablement intéressant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, naturellement, sur des paires qui sont très, très, très tradées, Refinance n'aura potentiellement pas la meilleure offre. Ok, fine. Mais en revanche, sur des tokens qui sont natifs à NIR, comme par exemple Paras, bon bah là, du Paras, il n'y en a que sur NIR pour l'instant, il n'y en a que sur Refinance. Mm. Donc je dirais que mais Refinance est aussi compétitif sur des paires, comment dire, sur des paires un peu plus générales, quoi. Ok. Donc voilà pour ceux qui n'ont pas compris. En fait, après, vous allez pouvoir accéder à des pools une fois que vous avez fait. Voilà. Parce que pour participer au pool, il faut 2 tokens. Donc il va falloir, si vous voyez les pools qui sont ici par exemple, vous allez avoir RefNIR. Vous allez avoir Skyward NIR, Ethereum NIR, Octopus NIR, etc., etc. Donc là, il y en a X pools. Et donc pour participer à ça, il va falloir les 2 tokens. C'est pour ça qu'il y a des swaps au préalable, pour avoir les 2 tokens en quantité C'est ça. suffisante. Parce qu'il faut mettre autant en valeur d'un token que de l'autre pour Exactement. entrer dans les pools. Tu peux nous expliquer rapidement et pourquoi il y a des fees? Les fees, en fait, tout simplement, quand vous êtes dans des pools, quand il y a des transactions qui se font en swap, vous récupérez des fees. Vous récupérez des Exactement. récompenses. Et c'est pour ça que là on pourrait se dire, ouais, mais c'est X% les fees, mais à la fin, une fois que vous les mettez dans votre pool, vous êtes bien content que ce soit 0,4. Parce que vous allez prendre votre pourcentage en fonction de ce que vous avez mis de 0,4. Enfin, vous allez prendre 0,4 en fonction de ce que vous avez mis, quoi. Et ben c'est ça. Ah, Si tout tu es à fait. liquidity provider, le plus est important le fee, le mieux c'est. Eh oui, vous comprenez le Yes. truc. C'est pour ça qu'ils mettent 0,4 aussi, c'est parce qu'une fois que vous êtes dans la pool, que tout le monde paye 0,4 de fee, vous prenez à chaque fois 0,4 fois en fonction de votre dépôt. En fonction de ce que vous, sur les 23 millions, ce que vous avez, quoi. La C'est part ça. que vous avez. Exactement. Donc quand tu fournis de la liquidité, ce qui va se passer, c'est que tu vas récupérer des shares. Donc c'est ta part de liquidité sur la part totale égale à tes shares. Mm. Euh, et donc tes shares, quand tu veux retirer ta liquidité, tu peux retirer cette liquidité plus les fees que tu auras collectées. Mais cette shares, qu'est-ce que tu peux en faire? Tu peux aussi faire du farming. Et voilà, c'est ça dont tu me parlais. Donc c'est ici. Une fois que vous êtes entré dans une pool, vous pouvez faire du farming également. C'est Donc là, ça. on a Donc la le paire farming, c'est Refnir. quoi? Ouais. C'est ça. Le farming, c'est je vais bloquer mes shares dans une farm qui, elle, va me donner un incentive. En fait, vos intérêts, Donc, pour le faire en français, vous allez pouvoir bloquer vos intérêts sur une farm, c'est-à-dire une ferme, qui vont vous rapporter encore d'autres intérêts encore, c'est ça? c'est ça. Donc, ça s'appelle le Voilà. liquidity. On appelle ça le farming. Il y a aussi le liquidity mining. Il y a plusieurs termes. Et grosso modo, là, la farm, par exemple, que tu vois, donc c'est 51% de revenus annualisés. Et on récupère du paras et du ref comme reward. Donc on récupère du duel reward. Paraf et paras et ref. Maintenant, on regarde sur le farming, on est à 97 sur certaines paires. Ça dépend quelle paire vous choisissez après. Donc là, c'est 97% par exemple. Oui, Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu récupères 2 tokens en reward. Tu ouais, récupères du ref et du paras. ouais, ouais. Non, parce qu'il y en a un qui me dit, mais c'est pas beaucoup 0,4 quand t'as 90% sur PancakeSwap.
Mais c'est là, on parlait La de 0,4, 0,4 sur le pool, pas de farm. c'est ça, c'est ça. Pas mélanger les deux. Donc en gros, on résume. Vous avez deux paires, vous les mettez dans un pool. En fonction de. Donc il faut autant de quantité, autant de montants sur les deux paires pour pouvoir participer au pool. Donc autant il faut mettre autant de riff que de NIR, mais à prix équivalent, je veux dire. Hein, autant Oui. en 1000 euros de NIR et 1000 euros de ref, imaginons. Vous avez 0,4% de fees lorsque vous entrez dans la pool. Oui. Et après, vous percevez sur toutes les transactions qui se font dans Swap, vous percevez 0,4%, enfin votre part sur les 0,4% à chaque fois, sur chaque transac. Et ensuite, tout ce que vous avez gagné en 0,4% en intérêt, vous pouvez les mettre dans Farm pour ensuite, encore une fois, prendre des intérêts sur le farm de la paire en question. Et vous avez vos intérêts qui sont donnés en paras ref. C'est ça. Alors, tu as une question intéressante de Captain Mati qui dit est-ce qu'il y a de l'auto-compounding? Qui veut dire, grosso modo, est-ce que les rewards que tu récupères dans la farm sont eux-mêmes réinvestis dans la pool? Et la réponse est non, pas encore. Mais c'est un truc qu'on regarde et qu'on regarde pour, comment dire, comme future feature. Okay. Aujourd'hui, il n'y a pas d'auto-compounding. C'est-à-dire que tes rewards vont se collecter sur ta page de gauche, je crois, voilà, dans la partie Your Rewards. Ouais. Et donc, tu verras tes rewards ici, mais ils ne sont pas de nouveau farmés, si c'est la question, c'est ça. Maintenant, il faut qu'on passe à une question importante. Quels sont les risques? Risques en perte de capital, etc. Le bénéfice-risque de tout ça dont on parle. Il va falloir qu'on passe sur ce sujet. Alors, dis-nous tout. Yes. Non, là, du coup, on arrive vraiment à la question d'impermanent loss. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quand on fournit de la liquidité, donc dans une pool, il faut qu'on gère ce risque d'impermanent loss. Et grosso modo, ça veut dire quoi? On fournit deux assets qui sont différents. Et quel est le prix de ces assets au moment où je les fournis? Donc, qu'est-ce que ces assets m'ont coûté? Et au moment où je fournis de la liquidité, le prix va changer de la pool dans laquelle je suis. Et d'ailleurs, le prix va changer et il va être en lien avec le marché. C'est-à-dire que la pool va se faire arbitrer, grosso modo. Le prix va rester aligné avec le prix du marché. Et du coup, ce que ça veut dire que à un certain moment, si le prix a complètement explosé ou a complètement chuté, si je récupère ma liquidité, je vais donc récupérer deux quantités. Et est-ce que la valeur de ces deux quantités est plus importante que ce que j'avais mis au début? Et la réponse est parfois non et parfois oui. Et donc du coup, c'est pour un liquidity provider, il faut gérer ce risque-là, qui s'appelle impermanent loss. Mais qui en fait, le terme de nouveau est mauvais parce que impermanent, ça sous-entend que le prix va revenir au niveau initial, ce qui n'est pas garanti. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un nouveau terme qu'on entend qui est divergence loss et qui est peut-être mieux parce que impermanent, c'est un terme marketing qui peut induire les utilisateurs en erreur. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est je fournis ma liquidité et si le prix augmente de, je sais pas, 500%, je vais perdre 25% par rapport à si je n'avais rien fait, si j'avais conservé mes deux assets initiaux. Si ça monte à la hausse, même si ça monte à la hausse en réalité. Que ça monte à la hausse ou à la baisse, ça change rien. Il faut en fait, si vous voulez, si vous mettez des stablecoins, le risque, une paire stablecoin, de deux stablecoins, votre risque est relativement nul. Vous gagnez rien, vu que ça ne va pas augmenter d'un coup de 5%. Un stablecoin, par essence, c'est stable. Donc là, il n'y a pas trop de risque. Mais si vous prenez deux cryptos extrêmement volatiles et que vous mettez dans une pool extrêmement volatile comme ça, effectivement, le risque est plus important. Et est-ce que pour ce risque plus important, on gagne plus également au niveau des rewards? Il y a ça aussi à prendre en compte. C'est ce que je disais, c'est sur une pool de stablecoin, généralement les fees sont très bas. Donc le liquidity provider va collecter moins de fees. En revanche, sur des tokens qui sont plus volatiles, les fees seront naturellement plus importants, généralement, parce que du coup, le liquidity provider, il veut offsetter son risque d'inventaire grâce à un fee qui est plus intéressant. Et du coup, si vous êtes liquidity provider, ce qu'il faut regarder, c'est grosso modo, si je retire ma liquidité maintenant, plus les fees que j'ai générés, plus peut-être le farming, est-ce que ça est supérieur
ah, si je n'avais rien fait de mes 2 assets? Et si la réponse est oui, eh ben, du coup, c'est un investissement qui est rentable. Et si la réponse est non, bah, peut-être qu'il faut avoir une limite de risque qui vous permet de prendre la décision de retirer la liquidité, par exemple. Mais du coup, il y a une décision qui doit être faite. Donc, oui, le market making est automatisé. Donc, vous pouvez participer à la vie de cette paire et collecter des fees. Mais il y a un risque à gérer qui est celui de divergence loss. Et ouais. Voilà. Et après, il faut avoir des chiffres un peu clés en tête. C'est genre, si le prix bouge de 200%, grosso modo, mon risque va être de moins 5%, je crois, peut-être un peu moins. Donc il y a des tableaux qui existent sur Internet, qui sont partagés partout, donc il faut maîtriser ce risque-là, le comprendre, mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Et souvent, les rewards qui sont proposés dans le farming sont tellement importants qu'ils viennent complètement offsetter ce risque-là. Mais après, de nouveau, il faut quand même faire l'exercice. Ouais. Il ne faut pas se dire je suis gagnant de toute façon. Alors d'ailleurs, sur F-Finance, on a un quiz qui est là. juste en haut et qui permet en fait, qui sont des questions qui permettent à nos utilisateurs de comprendre un peu le risque aussi d'associer, qui est associé à F-Finance. Donc là, par exemple, tu peux mettre test.nir. Ouais. Ou tu peux carrément mettre ton... Bon, ça change rien, c'est les mêmes questions. Voilà, mais du coup, il y a des vraies questions qui permettent à nos utilisateurs de comprendre quelle est la technologie derrière F-Finance et quel est le risque associé à la solution. Et on parle notamment de ces... donc là, par exemple, qu'est-ce qui détermine le prix sur F-Finance? Donc c'est vraiment une façon de sensibiliser nos utilisateurs au risque et à la solution, à la solution de manière générale. Ouais. Sur les farms, est-ce que les 51%, ça peut varier, ça? C'est en moyenne, c'est la moyenne annuelle de ce qu'ils ont compté, c'est ça, sur la paire? C'est ça. Oui, du coup... Et qu'est-ce qui peut faire que ça diminue, ce pourcentage? Ou augmente, à l'inverse? Parfois, il y a des décisions qui sont prises d'ajouter plus de reward à la farm, donc le pourcentage va augmenter. Pourquoi le pourcentage peut diminuer? C'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il puisse diminuer. D'accord. Je pense pas qu'il puisse diminuer. Parce qu'il y en a un qui disait si on est en bull run, ça va, mais ça, en fait, ça n'a rien à voir qu'on soit en bull run ou pas, pour faire du farming ou de la pool. Non, parce que en fait, au contraire, il vaudrait mieux que ce soit stable. Je dirais si, parce que si un bull run, c'est-à-dire que le risque de divergence de prix dans ma liquidité est peut-être important. Donc, si on est dans un énorme bull run, il y a peut-être que les liquidity providers vont retirer leur liquidité pour diminuer leur risque. Donc, ça a un impact sur les liquidity providers, en tout cas sur ceux qui savent gérer leur risque. Mais sur la farm, non, aucun. Sur la farm, je dirais aucun. Et pour les pools, oui. Le fait qu'on soit sur des marchés extrêmement volatiles, à la hausse comme à la baisse, ça a un impact. Mais du coup, ça a un impact de facto sur la farm, parce que pour retirer sa liquidité de la pool, il faut du coup retirer sa farm. Ah ouais. C'est deux choses qui sont liées. Puisque dans la farm, tu stakes ta part dans la pool. Et c'est ce qui te permet parce que tu as cette liquidité qui est lockée, ça te permet de faire du farming. Mais si tu unstake ta farm, tu es obligé d'unstaker ta farm pour ensuite unstaker ta pool. Donc, en fait, c'est un bon point. C'est-à-dire qu'un bull run peut avoir un impact, mais je dirais plutôt négatif sur la farm. Et sur la liquidité de la pool. Et en gros, il faudrait peut-être dire aux gens comment choisir, pas un conseil d'investissement bien entendu, mais comment choisir une bonne pool. Il vaudrait mieux prendre peut-être une pool avec plus de liquidité dedans, parce que du coup, ça serait un peu moins volatile, c'est ça? Il y a deux, trois astuces quand même, non? Comment tu peux nous expliquer ça? Comment les gens choisissent leur pool? Après, il y a beaucoup. Après, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Le premier cas, c'est par exemple Octopus, qui est un projet qui s'est développé sur NIR et dont le token est en bas. Je crois au projet, j'ai fait ma due diligence, j'ai envie d'avoir une exposition à ce projet-là, de participer à sa gouvernance, donc je vais acheter de l'Octopus. Et j'ai du NIR
et j'ai du NIR. Donc j'ai mes deux assets. Bah, du coup, là pour moi, je peux placer ces deux assets dans cette pool et être rémunéré pour ça, grâce à, comment dire, aux swaps qui vont être faits dans cette pool et grâce au farming s'il y en a sur cette pool. Ça c'est le premier cas. C'est d'avoir du yield sur deux assets comment dire, dont je me sers pas réellement aujourd'hui et sur lesquels j'ai un horizon qui est, on va dire, assez lointain. Ouais. Ça, c'est le premier cas. Après, il y a un cas qui est peut-être plus intéressant, qui peut être aussi market neutral, donc sans opinion de direction sur le marché. C'est par exemple, j'ai une pool avec de l'ETH et du NIR. OK? Ouais. Bah, l'ETH et le NIR, par exemple, j'ai des futurs d'ETH et de NIR. Moi, j'ai du dollar. Mais comment dire, il y a des futurs qui existent en ETH et en NIR. Bah là, c'est très simple. Je vais dire avec mes dollars, je vais utiliser une moitié pour acheter de l'ETH et du NIR. Et avec l'autre moitié, je vais me hedger contre ces deux achats-là, puisque je n'ai pas envie de prendre une opinion sur la direction du marché. Donc je vais shorter un futur en ETH pour la valeur équivalente et en NIR. Okay, donc là, je suis market neutral. C'est-à-dire que si le NIR augmente ou si l'Ethereum augmente, bah, mon futur, lui, comme je suis short, je vais gagner aussi. Donc en fait, je suis market neutral. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire grâce à l'ETH et au NIR que j'ai acheté? Je vais pouvoir, par exemple, les mettre dans la pool et peut-être faire du farming avec. Donc je vais pouvoir me rémunérer avec ça. Et parce que je suis dans un sens sur le perpétual, par exemple, qui est en short, je vais peut-être collecter du funding rate. Après, on vient sur des stratégies qui sont complexes, hein, mais ça, c'est par exemple un truc qui est possible. Ah ouais, là, je pense que tu nous as tous perdus, mais on a. Mais ça, c'est un truc qui est possible. Ouais. En plus, dans tes explications, 80% de tes mots sont en anglais, alors je suis pas sûr que tout le monde ait bien compris. Je suis désolé, ouais, ça doit être affreux. Mais ouais, on a capté un peu comment ça fonctionne. En tous les cas, on en sait plus que tout à l'heure, au tout départ, je pense, pour ceux qui sont encore parmi nous. Bon, on a perdu 120 personnes, mais c'est pas grave. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des cas qui sont très simples et d'autres où il peut y avoir des stratégies qui sont très élaborées. Ouais. Ouais. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues par rapport à Refinance et tout, où on peut passer directement à NIR, du coup, à l'écosystème NIR et aux questions du jour, sélection des questions qui ont été choisies. Yes. Vas-y, je te laisse peut-être en lire certaines, et puis voilà, on irait. Okay, peut-être qu'on a déjà répondu d'ailleurs. Donc les 5 questions, et tu en avais sélectionné 3 ou 5 gagnants, on verra comment on répartit ça, mais et tu donnes les noms. Du coup, je donne le nom des. Ok. Donc Gaël Jaffredo, bonjour Didier, après l'introduction du farming sur Refinance en septembre, quelles nouveautés nous préparez-vous pour cette fin d'année et pour l'avenir? Donc cette question, yes, grosso modo, oui. Alors sur Refinance, qui va arriver ce mois-ci normalement, c'est ce qu'on appelle le parallel swap. Mais non. Qui est une. Il est dans le chat. Ah, il est dans le chat. Parfait. Okay. Exactement. Donc c'est toi, bien joué. Du coup, le parallel swap, c'est une fonctionnalité qui va permettre pour quelqu'un qui veut donc trader, de passer par plusieurs pools pour avoir le meilleur prix. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand on veut swapper, le swap se fera sur la pool avec le meilleur prix et le plus de liquidité. Mais ce qu'on fera demain, c'est qu'on permettra, par exemple, pour un trade important, de découper ce trade en plusieurs trades et de le passer sur plusieurs pools pour, au final, avoir le meilleur prix. Donc, ce qui nous intéresse en tant que plateforme, que ce soit Automated Market Maker en fait, ou Club, on s'en fout, c'est d'avoir le meilleur prix. Et du coup, ça, c'est une fonctionnalité qui va nous permettre d'aller dans cette direction. D'avoir un prix qui sera hyper compétitif et qui, en plus, est comment dire, tirer profit des pools qui existent pour avoir le meilleur prix. Et aux liquidity providers d'utiliser leur liquidité aussi. Donc ça, c'est un truc qui va sortir. On aura aussi le smart routing, qui est, une feature qui va nous permettre, par exemple, si je veux trader A pour C, mais que j'ai aucune pool AC, et qu'une pool A pour B et B pour C existe, et bah, du coup, je vais pouvoir faire ce chemin-là. Donc on appelle ça du smart routing. Donc ça, c'est un truc qu'on va aussi sortir très rapidement.
Donc ça, c'est les deux principaux features qui sortiront. Et après, il y a tout un travail qui est fait en ce moment sur le design, l'interface utilisateur pour améliorer ça. Voilà. Ok. Merci de ta réponse. Du coup, la question suivante, c'était Euh, ce que tu as Sophia choisi. NFT. Sophia NFC. Sophia NFT. Combien de développeurs participent au développement de NIR? Donc on a répondu à peu près 1000 développeurs actifs dans l'écosystème. Ok. Ensuite, on a NIR Vi- VN, NIR VN. Ouais. Refinance a-t-il l'intention d'étendre la DEX à d'autres écosystèmes, par exemple Binance Celo? Alors non, on a tellement de boulot sur NIR et on est tellement concentré sur cet écosystème qui est en train de se développer que pour l'instant, notre stratégie, c'est vraiment de faire cette intégration horizontale, c'est-à-dire avoir des meilleures features, avoir un meilleur prix, être vraiment la porte d'entrée à l'écosystème NIR. Et ça, c'est l'objectif numéro un. Donc il n'y a pas de stratégie, on va dire, d'intégration verticale, de se mettre sur d'autres blockchains pour l'instant. Ok. Après, il y avait deux autres gagnants. Yes. Ensuite, on a quels sont les nouveaux Cécile. entrants à venir dans l'écosystème NIR? Alors, il faut suivre hein, parce que c'est un métier à plein temps dans la crypto-monnaie. Il faut suivre, mais du coup, NIR a aujourd'hui fait quelques annonces, comment dire, notamment d'une plateforme qui permettra de faire comment dire, de l'emprunt sur NIR, un peu comme Aave ou Compound, Ouais. qui s'appelle Borrow, tout simplement. Donc ça, c'est une des dernières. Ça, c'est un des derniers projets en date. Après, NIR a lancé un projet qui s'appelle Private Shard, qui en fait est une solution pour les entreprises ou les institutionnels qui veulent avoir la technologie NIR dédiée, mais uniquement dans un cadre restrictif. Donc là, on appelle plus ça permissionless, mais permission, parce qu'il faut demander une permission pour être dans cet écosystème. Donc NIR a lancé ça. Mais il y a littéralement un truc toutes les semaines qui sort sur NIR. Donc la meilleure façon de suivre, c'est de se mettre soit sur le Telegram, sur le Telegram de NIR, soit sur le Twitter de NIR. Mais il y a énormément de choses qui sortent en ce moment sur NIR. Ouais. Énormément. Ok. De toute façon, après, on fera vite fait le point sur peut-être en prenant l'exemple des NFT, comment ça marche avec NIR Protocol. Et il y avait une dernière question qui a Yes. été sélectionnée. Yes. Par Peut-on rapport au utiliser le carnet carnet d'ordre ou un outil lié à celui-ci pour dégager des informations utiles en temps réel afin d'optimiser la sortie d'un trade, par exemple? Alors oui, il y a un outil que tu peux montrer qui s'appelle sodaki.com, qui est en fait un outil de stats derrière Refinance. D'ailleurs, il va sortir une V2 avec un tout nouveau design, etc. Mais là, du coup, il y a le nombre de pools, le nombre de near locked, la total value locked qui est de 83 millions. Là, c'est assez. Bien joué, On Féo. est vraiment sur un all-time high. La dominance de NIR, donc il y a pas mal de stats. Et si tu cliques sur Live Swap, Ouais. tu vas avoir en temps réel tous les trades qui sont en train d'être exécutés sur la plateforme Refinance. Avec le hash de la transaction, le compte aussi. Donc là, ce qui est génial, c'est que tu peux voir tous les comptes qui passent des transactions. Et si tu as envie d'avoir un détail sur ce compte, tu cliques sur le compte et tu vas directement sur l'Explorer de NIR. L'Explorer, c'est ce qui permet comment dire, de voir De valider qu'il n'y a pas d'arnaque, quoi. Que c'est voilà, une blockchain. surtout de voir ce compte-là, quelles sont les différentes transactions qu'il a fait dans le passé, etc. Ouais, voilà, on peut rien cacher. Euh, Une blockchain c'est ouverte. ça. Exactement. Là, par exemple, si tu cliques sur Pool aussi, tu vas Ouais. avoir. C'est où Pool. Ah, en haut. Ouais, Yes. ça charge. Tu vas avoir par exemple toutes les pools avec le détail, leur fee, le prix, le 24 heures volume, le TVL. Clac. Tu as pas mal de data comme ça sur les tokens. Donc voilà,
cet outil et l'outil va sortir un tout nouveau, une toute nouvelle version avec un nouveau design, un truc qui sera beaucoup plus joli. Ok. Mais oui, donc il y a de la data sur Refinance et on peut voir ce qui se passe en backstage, quoi. Et Ok. je pense que c'était notre dernière question, non? Ouais, c'est la dernière question. Et puis après, on voulait faire un petit point rapidos sur peut-être l'écosystème NIR, ses différentes applications. Donc on répète, on récapitule. Je vous rappelle, NIR c'est une blockchain et dessus peut se greffer énormément d'applications. Tout le monde peut créer des applications et participer en fait à l'écosystème, que ce soit en tant qu'utilisateur ou en tant que créateur d'applications. Et c'est ce qu'on appelle les DApps, c'est-à-dire des applications décentralisées. Donc ça c'est la base, mais c'est important quand même de le répéter pour ceux qui arrivent en cours de route. Donc si on prend l'exemple d'un NFT, je sais pas, est-ce que tu as une préférence par rapport au site? Peu importe. Sinon, tu voudrais peut-être montrer autre chose qu'un NFT, enfin une plateforme NFT. Hein. Peut-être une plateforme qui pourrait, que tu voudrais nous présenter. On peut montrer Skyward, par exemple, qui est le Launchpad, parce que je sais qu'il y avait des questions sur y a-t-il un Launchpad. Alors, on a une question sur les flash loans aussi, je pourrais peut-être y répondre. Skyward Finance, qui est le Launchpad de NIR, en fait. Donc là, c'est quoi un Launchpad? Tu peux nous réexpliquer? C'est une plateforme de crowdfunding. D'accord. Mais donc n'importe quel projet peut aller sur Skyward et se confronter au marché en disant moi je t'offre tant de tokens pour tant de USDC ou tant de NIR et je débute ce financement demain et ça va durer 12 jours. Et Skyward a une approche qui est hyper intéressante d'ailleurs, qui est ce qu'on appelle une vente aux enchères en temps réel. Il permet en fait d'inclure tout le monde dans cette vente aux enchères. Parce que ce qui se passe avec des launchpads un peu classiques, enfin des plateformes de financement participatif sur Ethereum, c'est que souvent il y a une offre qui est faite à un instant T. À partir de tel moment, les gens peuvent acheter les tokens. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a 6 ou 7 adresses qui vont s'emparer de tout le truc, ou généralement des bots, et les personnes qui voulaient y participer n'ont pas forcément accès à la vente. Et du coup, Skyward permet d'avoir une vente aux enchères dans le temps qui a résolu ce problème et qui permet d'être un peu plus inclusif et qui permet à tout le monde d'y participer, quoi. Donc Skyward est la plateforme de financement participatif, crowdfunding, le Launchpad de NIR, quoi. Ok. Ouais, pas mal. Donc n'importe qui peut faire un launchpad, enfin pas un launchpad mais un crowdfunding, quoi, à partir de Skyward. Exactement. Ok. Yes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah tiens, ma souris elle a crash, ma pile est morte, c'est pas grave, j'en ai une deuxième. Ça c'est. Ouais, Skyward c'est beaucoup plus démocratique, tout à fait. Non, c'est vraiment une super solution. C'est vraiment un truc top, qui d'ailleurs est en train d'être copié sur Ethereum. Ouais. Puis, ensuite, il y a une petite question dans le chat de Sébastien là, qui nous demande, ça n'a peu rien à voir, mais peut-être qu'on pourrait l'aider. Il nous dit, j'ai transféré des bitcoins depuis mon ledger sur Binance et depuis cet après-midi, il est toujours en statut non confirmé. Mais en même temps, la blockchain Bitcoin, ça prend un peu de temps, non? Ça pourrait être normal, ça non? prend du temps et tout dépend des fees qu'il a attachées à sa transaction, mais s'il a attaché un fee faible vu le bull run du moment, ça serait pas étonnant que ça mette 6 heures. Hein. Et ouais. Voilà, t'as ta réponse. Minimum. Hein. T'aurais dû transférer du NIR, ça aurait pris 5 secondes. C'est ça, 2 secondes, c'est ça. Conclusion. Voilà, donc tu vois les avantages et les inconvénients d'utiliser telle ou telle blockchain, telle ou telle crypto-monnaie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme, peut-être comme apps à montrer, qui pourraient être intéressantes selon toi? J'ai des wallets, des validators, Explorer, DAO, DeFi, Gaming, NFT, Oracle, Éducation ou WC. Ce qui concernerait plus notre public, là, qui leur parle le plus peut-être. Ça, tu me dis, du coup, est-ce que ça peut être du gaming, par exemple? Il y a un truc de gaming, mais non, mais c'est très geek, donc je pense pas que ce... Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer? Ah si, tu peux montrer Z, ça c'est très drôle. Dans quoi, dans tu gaming? peux montrer Z-Run. Ouais. Ouais, c'est extraordinaire, ce truc. C'est extraordinaire. C'est des courses de chevaux digitalisées. D'accord. Sur la blockchain. Et donc là, c'est genre des paris, c'est genre des comme des paris. C'est des paris. Incroyable. C'est des paris, mais on peut acheter son cheval, on peut
On peut faire des bets sur des paris pardon, sur des courses. On peut. Voilà, ça c'est un exemple de. Et donc tu mises des NIR et tu peux gagner des NIR, quoi. C'est ça? C'est ça. Ah oui, bah tu peux montrer Pulse Market par exemple. Mais je sais qu'ils sont en. Ah, ils ont peut-être une maintenance Pulse. Mais Pulse c'est un prediction market, donc c'est pour faire des paris aussi. C'est Stake.gg. pour faire des paris. Ça te parle, ça, stake.gg? Moi, de nom, je sais Non, pas, ça me parle, mais je suis pas sûr. ça me Ok. paraît. Donc en gros, Ça vous me- avez des petits jeux comme ça où vous pouvez participer et potentiellement gagner ou perdre des NIR, quoi. C'est des jeux un peu de gambling, quoi. Avec des cryptos. C'est du gambling pur, c'est ça. Tous les jeux sont comme ça où il y a. C'est tous. Non, non, alors, non, t'as un jeu qui est hyper intéressant si tu vas dans Cherche Bar et qui s'appelle Pixel, mais là, du coup, si tu tapes Pixel, Ah, il n'y a pas tout ça là? s'appelle Pixel Dap, je crois. Non, dans la barre de recherche en haut. Ouais. Pixel Party? Non. Ah si, attends, ça doit être ça. On va aller checker. Non, c'est pas Pixel Party. Ah, Attends, je t'envoie le lien tout de suite. Pixel Daps. Yes. Donc, vous voyez, il y a toute une Là, sorte d'écosystème qui. Voilà, avec des applications sur tout et. Tout est un peu ça, c'est un n'importe truc quoi où, aussi. Il y en a plus ou moins où tu utiles. nourris un peu à la Tamagotchi, tu nourris je sais pas si dans ton audience, il y en a qui jouent à, comment ça s'appelle, Infini. Ah ouais. C'est des jeux où vous pouvez gagner des cryptos, voilà, c'est peut-être l'avenir du jeu vidéo, peut-être que demain dans nos jeux vidéo on aura effectivement des gains en crypto-monnaie. Axie Infinity on me dit. Ça doit être sûrement ça. Oui, Axie Infinity, c'est ça. Ouais, merci. J'ai bugué. Pixel Daps, je t'ai envoyé Pixel Daps, qui est un peu un truc similaire, qui a beaucoup de succès, qui a énormément de succès. Mais si vous voulez jouer à ça, par exemple. Ok. C'est une sorte Axie effectivement de bien sûr. Pokémon Pixel, ouais, bah Pixel en même temps ça. Donc ça, ça, Pixel Pets, c'est un truc qui cartonne en ce moment. Ouais, ça Ils ont consiste beaucoup en quoi vite fait? d'utilisateurs. Et t'as NFT Pixel game. Pet, t'as Pixel Token, et alors j'ai jamais joué, donc je préfère ne Ne pas dire de pas bêtises. dire Ouais. de bêtises. C'est ça. Ouais. Ah, incroyable. Il y a des questions par rapport à tout ça, c'est un Tamagotchi, ouais. Learn et earn sur Awesome Bon, ok. Si vous n'avez pas de questions, allez-y poser les dernières questions, puis on va clôturer, il est 22h10. En tout cas, Didier, merci beaucoup pour ton temps. J'espère que vous avez appris plein de choses. C'est pas tous les jours qu'on a, Merci qu'on a à des toi, personnes comme merci toi à qui toi, s'y Kelly, pour connaissent. l'opportunité. Ouais, n'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs sur Twitter. J'y pense, je vous ai mis son Twitter, tout simplement dans le dernier post. Pyronidi. N'hésitez pas à le rejoindre, ça vous fera plaisir. Quelle plateforme NFT avec NIR? Ah oui, les plateformes NFT, on en a les principales, c'est ça. Hein. C'est de mémoire Mindbase et Paras, quoi, qui sont à mon avis les deux grosses plateformes. Mais il y en a d'autres, Oui. hein, tu le vois. Paras, Minbase qui permet de minter ses propres NFT, je crois, où ils sont très forts là-dessus. Et Paras qui est vraiment une plateforme. Pourquoi je choisirais plutôt, par exemple, moi, pour vendre mes NFT, Paras plutôt que Solanart, par exemple? Est-ce que tu t'y connais assez pour répondre ou pas? Non, non. Non. Mais je dirais que ce qui est important, c'est la liquidité de la plateforme ou le nombre d'utilisateurs qui est sur la plateforme. Parce que. Eh oui. Ouais. À part si tu fais ta propre pub et que la plateforme, la marketplace, ne sert qu'à acheter et à vendre des cryptos. À part pour la revente, peut-être. Peut-être qu'effectivement, pour la revente, il y a un vrai intérêt. Plus il y a de monde, parce qu'il y a des marchés secondaires une fois qu'on achète un NFT. En général, on peut les revendre derrière. C'est tout l'intérêt, c'est après de spéculer sur un peu les NFT. Et on les achète pas très cher et on espère que ça va prendre de la valeur pour le revendre ensuite sur le marché. C'est ça. Pour les caninotes, exactement. Yes. Et oui, c'est vrai qu'il y avait une question sur les flash loans aussi. Alors non, il n'y a pas de flash loan en ce moment sur Refinance, donc on n'a pas besoin de se protéger contre des attaques potentielles en flash loan. Donc il n'y a pas de possibilité d'emprunter et de rembourser cet emprunt dans une même transaction. Donc pas de flash loan. Pixel Diaps, il faudrait que je retrouve le... Ouais, je peux te retrouver ça. Tac. Je n'arrive toujours pas à comprendre l'utilité d'un NFT. Bon, après, il y a plein de questions là. Je peux jamais m'arrêter aussi. Ouais, les NFT, les amis, c'est juste des jetons non fongibles. En fait, ça vous permet de créer des œuvres d'art. L'utilisation la plus connue, c'est ça. Hein. Créer des œuvres d'art numériques uniques
et qui, voilà, ça permet de... Avant, vous vendez des photos, personne n'était propriétaire. Une fois que c'est copié-collé, qui est le propriétaire? On ne sait plus. Là, il y a vraiment un propriétaire, c'est marqué dans la blockchain, c'est carré, avec une seule personne, et vous êtes propriétaire de votre bien. Voilà. Et après, vous pouvez le revendre. Et ça permet vraiment pour les artistes, le NFT, il y a aussi vraiment beaucoup de valeur parce que aujourd'hui, dans le marché classique de l'art, ce qui se passe, c'est que, par exemple, je vais avoir un deal en tant qu'artiste avec une galerie d'art, et cette galerie d'art va prendre une commission sur les tableaux qui vont être vendus. Mais ces tableaux qui vont être vendus, peut-être qu'ils seront revendus dans 2, 3, 4, 5, 20 ans. Et est-ce qu'à ce moment-là, moi, je vais avoir une commission en tant qu'artiste? Non. Donc le NFT, déjà, par sa traçabilité sur la chaîne, donne cette possibilité à l'artiste d'avoir une part de commission à chaque fois qu'il y a un événement de vente sur son œuvre. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'il y a une traçabilité de l'objet d'art qui permet d'avoir un historique des différents acheteurs. Et ça a beaucoup de valeur aussi. Parce que dans le marché de l'art actuel, on ne sait pas forcément où le tableau a été acheté, qui a été le détenteur, c'est très secret. Et du coup, ces NFT, en tout cas la technologie, va permettre d'adresser ça. Et c'est pour ça que ça a vraiment beaucoup de valeur pour les artistes, et même les artistes qui sont connus. Donc il n'y a pas qu'un objet, ce n'est pas que de la spéculation. Après, aujourd'hui, la pièce manquante du puzzle, mais ça c'est mon opinion, c'est en fait l'aspect physique. Parce que l'art, c'est social. On a besoin d'avoir une expérience physique. J'ai un tableau dans mon salon, j'invite un pote, on en discute. Qu'est-ce que tu penses? Je lui raconte la vie de l'artiste, c'est social. Et en fait, peut-être que le truc qui va être hyper intéressant, c'est dans 3-6 mois, comment on va répliquer cette expérience dans la vie réelle. Et ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, c'est par exemple les galeries d'art qui sont digitalisées. On se balade comme dans une galerie d'art, comme dans un jeu vidéo, on choisit notre tableau, etc. Ouais, j'ai vu ça. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Mais du coup, par exemple, les écrans, exactement. Je vais avoir un écran dans mon salon et je vais pouvoir afficher des NFT qui m'appartiennent. Ou encore peut-être mieux, je vais peut-être pouvoir louer au mois des NFT. Et ça donne un nouveau cas de revenus pour l'artiste. Donc il y a aussi l'aspect de location de l'œuvre qui est hyper intéressante dans les NFT. Et après, on peut imaginer beaucoup de choses sur la blockchain. Comment aussi je peux peut-être streamer de la location. C'est-à-dire, au lieu de faire un paiement, une subscription au mois, je ne paye que le moment, que le temps de l'affichage du NFT. Et ça, tout ça, c'est des cas qui n'existent pas aujourd'hui et qui, grâce à la blockchain, vont être possibles. Donc c'est pour ça que les gens sont c'est pour ça que les NFT sont un cas d'usage qui est, comme la finance décentralisée, hyper excitant aussi. Voilà. Ok. Bon DJ, merci beaucoup de ton passage sur la chaîne. Je pense qu'on va clôturer là, sinon on pourra en parler toute la nuit. En tous les cas, les giveaways ils sont déjà tombés. C'est les 5 personnes qu'on a désignées. Il y aura le giveaway qui sera donné dans un second temps. En tout cas, merci à tous ceux qui ont été présents pour avoir participé au live, bien entendu. Et puis on remercie Didier. N'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux, sur son Twitter. Ça fait extrêmement plaisir. Un petit mot de la fin peut-être, Didier? Non, merci à toi, Kelly. Super, j'ai vraiment super live. Super live, et merci à tous tes fans. C'était super cool. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Quand tu veux pour une autre session. Ouais, bien sûr. Peut-être spécialisé plus sur le carnet d'ordre, etc. Je sais que ça plaît énormément également au chat. Ouais. Mais peut-être que demain également, on suivra les NFT un peu plus de près. Et parce que c'est quelque chose qui nous intéresse, donc effectivement il y aura peut-être un coup à jouer là-dessus. En tous les cas, merci de ta présence, Didier, et puis à la prochaine. Sûrement, on se tient au courant. Salut. Vas-y, ciao, à la prochaine. Salut. Ciao. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit live. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses quand même. Après, si vous avez des questions, vous revoyez le live à nouveau. Et puis voilà, c'est carré. Super live, merci Laurent. On a essayé de démocratiser un petit peu tout ça. Puis voilà, de toute façon, on comprenait rien. Moi, c'est vrai qu'à la base, j'achetais un jeton, l'ONIR. On achète un jeton, on vend un jeton, à quoi ça correspond, on sait pas derrière tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe. C'est ça qui est fou. Ça peut être bien de mettre sur YouTube, ouais, j'avoue.